Bonjour et bienvenue dans ce podcast de développement de soi. Embarqué dans un voyage intérieur et introspectif. Je vous invite à allumer la lumière de votre conscience pour observer vos phénomènes intérieurs, les reconnaître, les connaître, car ils régissent aussi bien souvent vos perceptions du monde extérieur. Grâce à ce travail de conscience lumineuse, passer de l'introspection à l'action, de la connaissance de soi à la réalisation de soi, en plein alignement avec qui vous êtes vraiment. Je m'appelle Romain, formateur et coach aux multiples passions et expertises, et avec mes outils variés, tels que le coaching, la programmation neurolinguistique, la sophrologie, la méditation, l'hypnose, l'equi-coaching, le reiki ou encore le bilan de compétences, je vous accompagne de manière personnalisée, sur mesure, dans votre développement personnel ou professionnel. Pour cheminer vers vos objectifs, révéler vos ressources et dépasser vos obstacles. En tant qu'ancien cavalier professionnel de saut d'obstacles, croyez-moi, ça me connaît. Retrouvez tout ce que je propose sur romainbamaison.fr. Très bonne écoute. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast. Je suis ravi aujourd'hui de vous retrouver, en tout cas de vous parler de ce sujet-là, de l'enfant intérieur blessé, parce qu'on essaiera certainement de faire d'autres podcasts sur l'enfant intérieur. Là, j'ai particulièrement envie de m'intéresser aux blessures de cet enfant intérieur. L'enfant intérieur, c'est quoi ? On en entend beaucoup parler, en tout cas si on s'intéresse à ces domaines-là de développement personnel. Eh bien, en fait, l'enfant intérieur, c'est nous, lorsqu'on était enfant. Lorsqu'on est enfant, on est très perméable et il y a beaucoup de choses qu'on assimile comme vraies. Je ne sais pas si vous pouvez vous souvenir, mais lorsqu'on est enfant, vraiment, les paroles de nos parents, pour nous, c'est la vérité. Et je me souviens d'une fois, lorsque j'étais à l'école, donc en maternelle, j'avais un avis, donc un avis de mes parents, et pour moi, effectivement, comme tout enfant, pour moi, mes parents ont forcément raison, c'est la parole sainte. Et j'avais une discussion donc d'enfant de maternelle avec un autre enfant qui soutenait le contraire. Et je me souviens, cet enfant-là a dit c'est sûr, c'est vrai, parce que c'est mon papa et ma maman qui l'ont dit. Et alors, certainement pas avec ces mots-là et avec cette conscience-là, mais avec une intelligence d'enfant, qui est une réelle intelligence, je me souviens m'être dit oh, mais c'est un peu biaisé cette histoire, parce que moi je suis sûr que c'est vrai parce que mes parents me l'ont dit, mais lui il est sûr du contraire parce que ses parents lui ont dit. Ce qu'on voit ici, c'est qu'en fait, on est effectivement perméable, imprimable, modulable, et que les choses qui sont plantées en nous lorsqu'on est enfant, eh bien, elles sont là. C'est des graines qui vont germer, et c'est des choses qui germent et qui poussent, et qui vont rester dans notre jardin, dans notre fort intérieur, notre jardin intérieur, pendant la vie d'adulte. Donc on a tout intérêt à s'intéresser à ces graines-là. Il y a certainement plein de graines à garder, qui sont des graines magnifiques, de confiance, d'estime de soi, de capacité à être aimé, à aimer. Mais il y a certainement aussi des graines qui sont en fait des choses un peu moins sympas, des blessures de nos parents qui nous ont transmis. Alors ça peut être nos parents ou ça peut être toute autre personne avec qui on a eu des interactions lorsqu'on était petit. Ce qu'il faut savoir, c'est que le subconscient se construit entre 0 et 7 ans et majoritairement entre 0 et 3 ans. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, et là, en plus, on sait que le subconscient, il régit 95% de nos comportements, en tout cas tous nos comportements, notre façon d'agir, de réfléchir, de nous mouvoir dans notre vie aujourd'hui, ça part d'une base, de nos fondations, et ces fondations-là, c'est le subconscient. Et il y a des choses qui ont été plantées entre 0 et 7 ans dans ce subconscient, ça fait notre base.
Donc il peut être tout à fait intéressant de s'intéresser aux grains de sable qui ont composé notre ciment, nos fondations de ce subconscient. L'enfant intérieur, il se manifeste souvent et on ne l'écoute pas toujours. Ce qui est important déjà, ça va être de repérer des symptômes physiques. J'ai envie de dire c'est la première étape. Lorsqu'on va subir du stress, qu'on va avoir, je sais pas, des maux d'estomac, le souffle coupé, un nœud dans la gorge, vraiment écouter ces symptômes physiques-là et repérer à quelle situation ces symptômes sont liés. Ça peut être un rapport hiérarchique qui nous met un petit peu en émoi, qui nous visse, qui nous serre, où vraiment on a du mal à respirer. Ça peut être dans toute autre situation. Ça peut être lorsqu'on est face au regard des autres, lorsqu'on est sur une scène, devant une classe, ou lorsqu'on doit prendre la parole. Ça peut être après un bon repas. On se sent pas bien systématiquement lorsqu'on a bien mangé. Et on a un sentiment de mal-être. Donc s'intéresser aux symptômes du mal-être et à la situation qui est liée. Ensuite, une fois qu'on a reconnu ça, il faut accepter l'émotion. En fait, réagir en parent aimant. Accepter l'émotion qui vient de cet enfant intérieur et la recevoir comme un parent aimant. Comme si on voyait notre enfant intérieur revenir de l'école en pleurant. Eh bien, on ne va pas refuser son émotion. On va au contraire recevoir, reconnaître l'émotion, la douleur et s'intéresser à savoir, mais enfin, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui te rend triste ? Qu'est-ce qui te fait pleurer ? On constate, on identifie la situation qui est liée et on reconnaît, on accepte l'émotion. Pour cela, il faut croire en la légitimité de ses sentiments à cet enfant intérieur. Peu importe la véracité, ces sentiments, ils sont légitimes. Vos sentiments, vos émotions, vos impressions sont légitimes. Elles reflètent votre monde intérieur, vos croyances, ce que vous croyez vrai à l'intérieur, qui, parfois, n'a strictement rien à voir avec la vérité du monde extérieur. Pourquoi ? Parce que l'enfant intérieur, en tant qu'enfant, il a une imagination débordante. Les choses que vous avez conclues peut-être entre 0 et 3 ans et entre 0 et 7 ans dans la construction de votre subconscient, le subliminal, eh bien à ce moment-là, vous étiez un enfant avec une imagination en ébullition, débordante. C'est facile de se rappeler, enfin je sais pas si c'est facile de se rappeler des moments comme ça, mais on a tous eu des moments en tout cas où l'imagination en tant qu'enfant elle était débordante. Par exemple, avoir peur lorsqu'on est à table qu'il y ait un monstre sous la table, ou bien avoir peur de se faire attaquer par des monstres sous son lit. Ça c'est des choses qui sont de l'ordre de l'imagination, qui n'ont rien à voir avec la vérité extérieure, mais via une imagination d'enfant, c'est une vérité, une réalité qu'on expérimente à l'intérieur. Donc un stress, une angoisse, un sentiment désagréable qui se manifeste à un moment donné, dans une situation particulière, eh bien c'est quelque chose qui est lié à ce monde intérieur, qui s'est construit lorsque vous étiez enfant. Donc c'est lié à votre enfant intérieur. J'ai un exemple en tête. Quand j'étais petit, j'avais vu un film à la télévision où il y avait donc un film policier comme on en voit beaucoup à la télévision. Et il y avait une dame morte au fond d'une rivière, au fond d'un petit ruisseau, et on voyait un corps. Et pendant des mois, ou au moins des semaines, j'étais incapable, en tant qu'enfant, de me mettre à table avec les pieds sous la table. J'étais persuadé qu'il y avait cette rivière
avec cette dame morte, cette actrice qui jouait la dame morte dans la rivière. Voilà, c'est mon imagination qui avait fait un lien entre les tables et la rivière et le fait que quand je ne vois pas quelque chose, que c'est opaque, eh ben on sait pas, il y a peut-être c'est toujours cette actrice qui joue la mort dessous. Donc voilà, c'est important de voir la légitimité du sentiment, même si c'est lié à l'imagination, ça peut être lié à un manque de cadre, à un manque de communication avec le parent à ce moment-là. Euh, nos parents ont fait du mieux qu'ils le pouvaient. Il y a des moments lorsqu'on est parent où, apparemment, je dis ça parce que moi je n'ai pas d'enfant, mais apparemment il y a des moments où effectivement notre capacité d'écoute est mise à mal lorsqu'on est quasiment 24 heures sur 24 avec son enfant. Donc ça peut être un manque de cadre. Lorsque, par exemple, on est hypocondriaque poussé, ou lorsqu'on fait effectivement, notre imagination, même en tant qu'adulte, nous pousse à nous inquiéter outre mesure, c'est parfois un manque de cadre, un manque de communication, où un des parents n'a pas été là pour dire non, ça ce n'est pas possible, tu n'as pas de raison d'avoir peur parce que ce que tu imagines n'est pas possible, ça ne va pas arriver. Typiquement, il n'y a pas de rivière et de cadavres sous la table. Voilà, et si on n'a pas ce cadre-là, eh bien, il se peut que notre enfant intérieur ait conclu des accords, des vérités, qui vont rester là, enfouis dans notre subconscient, et qui vont se manifester plus tard, peut-être pas de la même manière et sous la même forme, mais c'est des peurs et des blessures qui peuvent rester là. Donc il faut lâcher la peur et la honte à ces sentiments, à ces blocages. Parfois, on peut culpabiliser, avoir peur, avoir honte, d'expérimenter certains sentiments, certaines blessures. Et en fait, elles sont légitimes, encore une fois. Il n'y a pas à avoir peur, il n'y a pas à avoir honte. On va là plutôt entrer en contact avec cette part de soi, cet enfant intérieur qui a peur, pour l'écouter sur ses peurs et puis le rassurer. Lui dire qu'effectivement, il n'y a pas de raison d'avoir peur parce que là, on est en sécurité et que la peur qui est décrite, eh bien, elle n'est pas en lien avec le monde que nous expérimentons aujourd'hui. Enfin, en tout cas, elle n'a pas de raison de se manifester encore, puisqu'aujourd'hui, nous sommes adultes, nous sommes suffisants, nous sommes en sécurité et nous avons de quoi nous défendre. Donc, entrer en contact avec cet enfant intérieur en tant que parent aimant pour le rassurer et l'accueillir sans jugement. Ce qu'il a à nous montrer, ce qu'il a à pointer du doigt. Voilà. C'est très important de reprendre contact avec cette souffrance de l'enfant intérieur, parce qu'elle permet, via l'identification des événements, aussi de remonter à la source. En entrant en communication avec cet enfant intérieur, vous allez pouvoir savoir d'où ça vient. Ça peut venir d'une réflexion qui a été faite, je ne sais pas, pendant un repas de famille. Par exemple, vous vous sentez tout le temps coupable après un bon repas. Peut-être qu'à un Noël, un oncle vous a fait une remarque devant tout le monde en vous disant qu'il faut faire attention parce que tu as de l'embonpoint. Et peut-être qu'aujourd'hui, dans cette même situation, vous vous sentez un peu honteux. C'est un exemple, vraiment. Vous vous sentez un peu honteux d'avoir bien mangé. Eh bien peut-être que ce même oncle qui vous a fait une remarque devant tout le monde lorsque vous étiez enfant, vous a fait expérimenter la honte. Et ça, c'est des choses qui restent plantées là. Alors voilà, s'intéresser à quand est-ce que la croyance de l'enfant a-t-elle été conclue? Et qu'est-ce qui a été conclu? Est-ce qu'il y a été conclu que je suis coupable? Que je ne suis pas assez bien? Que je ne suis pas assez important? Que je ne suis pas assez intelligent? Que ma parole ne compte pas? Parce que je ne suis pas écouté? L'enfant qui n'était pas écouté, il va penser que ce qu'il a à dire, ce n'est pas assez intéressant, qu'il n'est pas assez intéressant et qu'il vaut mieux se taire. Aujourd'hui, peut-être que vous,
avez un problème. Moi, c'est un problème que j'ai expérimenté, plutôt lié à la fuite du conflit, à cause de colère intempestive et inexpliquée dans le noyau familial. Je me suis mis à fuir le conflit en tant qu'enfant et à éviter vraiment d'exprimer un désaccord ou un point de vue pour éviter toute situation insécuritaire. Et ça s'est retrouvé dans ma vie d'adulte. J'avais peur du conflit, je contournais le conflit, quitte à mettre de côté mes principes et mes valeurs, et voir mon respect propre. On voit que là, un événement d'enfant se traduisait dans ma vie d'adulte, tant dans ma sphère personnelle que dans la sphère professionnelle. Donc il est important de lister ces événements qui ont pu faire que l'enfant intérieur a été blessé. Voilà, effectivement, ça peut être le conflit, ça peut être que la parole apparemment ne compte pas assez, que je ne suis pas digne d'amour, que le sexe c'est sale. Il peut y avoir vraiment plein de choses qui peuvent être conclues. Par exemple, moi, lorsque mes parents se disputaient, alors il pouvait effectivement arriver que ce soit autour du sujet de ma sœur ou de moi, d'un enfant en tout cas, et ma mère, qui gérait avec ses blessures et son bagage émotionnel, me disait, quand j'étais enfant, parfois elle me disait, regarde, à cause de toi, avec ton père on s'engueule, et si on divorce, ça sera de ta faute. Alors là, mon enfant intérieur, ce qu'il est venu à me dire lorsque je me suis intéressé à lui et que j'ai décidé d'entrer en contact avec lui, de l'identifier, de le reconnaître, de l'accueillir et de communiquer avec lui, eh bien c'est que j'étais dans un grand sentiment de culpabilité. Et ce sentiment de culpabilité, de croire que tout était de ma faute, il m'a suivi dans ma vie d'adulte. Et j'ai été contraint, et c'est magnifique d'avoir été au contact de mon enfant intérieur, mais à ce moment-là, j'ai été contraint d'aller à la rencontre de cet enfant intérieur à travers la sophrologie notamment, parce que ça se manifestait dans ma vie d'aujourd'hui. J'étais persuadé qu'en fait, n'importe où j'allais, et n'importe quelle situation à laquelle je me liais, ça pouvait être une entreprise, dans une prise de poste, ça pouvait être dans une amitié, eh bien j'allais être coupable d'une suite d'événements négatifs. Je m'explique. Par exemple, quand j'arrivais dans une nouvelle entreprise, j'étais persuadé que si j'arrivais dans cette entreprise, comme j'étais arrivé en tant qu'enfant dans ma famille avec mes parents, eh bien j'étais persuadé qu'en arrivant dans cette entreprise, j'allais peut-être causer la perte de l'entreprise, une moins bonne performance financière ou sportive, puisque à l'époque j'étais sportif professionnel. Et en fait, qu'est-ce que mon enfant intérieur avait conclu ? Il avait conclu qu'en arrivant dans ma famille, au milieu de mes parents, j'étais responsable d'une dégradation de la relation et que peut-être à cause de moi, ils allaient faire banqueroute. La relation allait faire banqueroute. Et cette croyance-là, elle s'est manifestée dans ma vie d'adulte et notamment ici dans ma vie professionnelle. Et ça peut pousser à... C'est une croyance limitante, ça pouvait me pousser à l'inaction, à viser peut-être des entreprises qui me correspondaient moins ambitieuses, et à vraiment me brimer. Et puis à croire quand même que j'allais causer une banqueroute, ou que j'allais causer des événements négatifs. Donc là, on était bien loin de toutes les compétences que je pouvais avoir, on était vraiment dans des croyances limitantes, bloquantes, et on le sait, et on en parlera dans un autre podcast, la croyance c'est créatrice, la pensée crée la réalité. Tout ce qui se manifeste dans le monde physique germe d'abord en idée dans notre pensée. Avant d'aller cuisiner un repas, je pense déjà au fait de manger et de cuisiner. Ensuite, je me déplace, ensuite je vais cuisiner un repas. La pensée, elle est créatrice. Tout ce qui se manifeste dans le monde physique, c'est d'abord manifesté dans la pensée, et l'inverse est vrai aussi. Ce qui se manifeste dans la pensée se manifeste également dans le monde physique. Donc, il est important d'identifier ce que l'enfant intérieur a conclu.
Tout cela doit s'inscrire, c'est l'autre point, ça doit s'inscrire dans une intention positive de croissance. On n'est pas là juste pour fouiller dans les blessures de l'enfant, on est là pour penser sa blessure, penser avec un A, P-A-N, soigner cette blessure, pour que l'enfant grandisse et devienne avec nous un adulte. Que l'enfant intérieur qui va rester là, on aura toujours cette part d'enfant, et c'est magnifique parce que c'est ce qui nous permet de jouer, de rire, de faire les pitres, et bien cet enfant intérieur qui se libère de ces choses qui ne lui appartiennent pas. Là, ça peut être du transgénérationnel, et puis des choses qu'il a imaginées, qu'il a conclues, qui ne sont pas vraies, tout simplement, dans le monde réel et dans le monde adulte. Donc vraiment, cette intention positive de croissance. Écouter l'enfant intérieur, ça vient pour nous accompagner en fait, dans cet accomplissement, tout simplement. Pour aller vers cette conscience supérieure, vers ce soi supérieur, vers ce qu'on est vraiment. Ce qu'il faut savoir, c'est que on l'a tous fait à un moment donné, et si un adulte choisit, il décide de ne pas écouter l'enfant intérieur, de se déconnecter de son enfant intérieur, eh bien il se réduit au faux moi, à l'ego, au reste de soi qui est basé sur une personnalité d'ego construite pour se protéger. Parce que l'enfant intérieur, ensuite, pour se construire, notamment dans la phase d'adolescence, on va prendre le contre-pied de tout ça et on va se construire à travers un ego. L'ego, c'est pas forcément mauvais. Il y a un ego vital qui est nécessaire, qui est sain, mais il y a aussi un ego d'un processus d'identification à ce qu'on n'est pas, qui là nous éloigne de nous, de nos besoins, de nos valeurs parfois, et qui peut être malsain. Et lorsqu'un adulte choisit de ne pas écouter son enfant intérieur, eh bien, il peut rester dans ce pan négatif de l'ego et finalement s'éloigner de lui-même et rester connecté à ses croyances limitantes, à peut-être beaucoup d'insécurité affective. Les personnes qui sont dépendantes affectives vont peut-être parfois répéter des schémas dans des relations, être incapable d'être seul, dépendre de l'autre, et parfois c'est des choses qui sont à voir avec l'enfant intérieur. Voilà. En résumé, apportez un cadre sécurisant à votre enfant intérieur, d'amour, de dialogue, pour que cette version plus jeune de vous soit rassurée. En fait, votre enfant intérieur, s'il est blessé, il a besoin d'être rassuré. Et aujourd'hui, en tant qu'adulte, avec tout ce que vous avez vécu, accompli, fait, appris, avec toute cette expérience, et même si on a 20 ans, on a déjà beaucoup plus d'expérience, eh bien on est capable de rassurer cet enfant intérieur, de lui apporter un cadre, et puis de le ramener les pieds à la réalité, à une réalité beaucoup plus douce, beaucoup plus douce dans l'estime de soi. Voilà, c'est ce que j'avais envie de vous dire dans ce podcast. Je vais publier également une méditation en même temps que ce podcast, une méditation guidée à propos de l'enfant intérieur pour vous amener à la rencontre de cet enfant intérieur. Donc je vous encourage, après l'écoute de ce podcast, à faire cette méditation intérieure tout de suite après, si vous le voulez, ou bien dans la semaine, dans la journée, quand vous le souhaitez, mais pour que ça soit encore plus puissant, cette transformation-là et ce contact que vous allez prendre avec l'enfant intérieur. Je vous remercie d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout. C'est vraiment un sujet qui est passionnant, l'enfant intérieur. C'est un concept parlant que j'adore, qui nous permet de matérialiser une partie de nous qu'on a tout intérêt à aller explorer. Si ce podcast vous a plu, encore une fois, n'hésitez pas à le partager sur vos réseaux ou à quelqu'un qui en aurait besoin. Si vous écoutez sur iTunes, vous pouvez mettre 5 étoiles ou mettre un petit commentaire sympa. Ça fait toujours plaisir. Je vous souhaite vraiment une superbe journée et puis à tout bientôt.